les stations d'accueil iPod et iPhone JBL vous présentent Génération technologique. Bonjour, bonsoir, Génération technologique numéro 11, Pierrick, salut. Salut Benjamin. Une émission qu'on enregistre en ce mercredi soir dans un bar à tapas très sympa près de Châtelet. T'as pas des tapas, c'est comme ça que ça s'appelle. Elles vont arriver Benjamin, Elles sont en train d'être préparées en cuisine. La réponse à cette question, c'est la patronne qui vous la donnera tout à l'heure. Elle s'appelle Maroucha. On essaiera de lui mettre le grappin dessus parce que pour l'instant, les assiettes de Ramon et de pan con tomate sont en train de défiler là-bas au milieu des pichets de sangria. Voilà, le pichet. Voilà, à boire évidemment, Pierrick, avec modération. Absolument. Alors, que faisons-nous au milieu des assiettes de Serrano bientôt, Pierrick? En fait, tout est de ta faute. Ben oui, c'est de ma faute parce que figure-toi que je suis allé à Barcelone. J'ai atterri il y a maintenant quelques heures de la capitale catalane pour évidemment aller au Mobile World Congress, qui est le grand rendez-vous de la planète mobile. On a beaucoup parlé de smartphones, on a beaucoup parlé de tablettes. C'est vrai que les smartphones qui ont un peu repris du poil de la bête après un CES très tablette. Ouais, c'est vrai. Et donc je me suis rendu effectivement à Barcelone avec Sony Ericsson, qu'on peut remercier déjà pour l'accueil qui nous a été fait. Il y avait beaucoup de monde dans les allées du salon, beaucoup de smartphones, mais pas vraiment une ambiance de fête, on en reparlera. Alors, on n'a pas encore les chiffres. L'an dernier, le Mobile World Congress avait attiré 49 000 visiteurs. On peut dire, parce qu'il y avait quand même une grosse attente autour de ce salon, que le record sera sans doute battu cette année quand même. Et vraiment, il y a un intérêt pour tout ce qu'on glisse maintenant dans la poche. C'est devenu une énorme industrie. C'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Avec globalement un prix des smartphones qui a énormément baissé ces dernières années. Alors c'est vrai que le haut de gamme, on est toujours sur du 600-700 euros. Hors forfait. Hors forfait, bien sûr. Mais quand on voit aujourd'hui qu'on peut avoir des trésors de technologie avec forfait sur 2 ans pour environ 200 euros par mois, on aurait tort de se priver. Et j'ai vu de très 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 belles choses, des trucs très sympas qui vont arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois dans les magasins. Ça sera vraiment à suivre. Vous allez pouvoir vous préparer à dire adieu à votre vieux smartphone. Alors Pierrick, on va pas faire de vrais sommaires, mais quand même avant d'entrer dans le détail des produits et des annonces, fais-nous un peu envie. Qu'est-ce que tu nous as rapporté de Barcelone, à part le double Whopper du Burger King de l'aéroport? Je suis pas allé au double Whopper du Burger King de l'aéroport. Menteur. C'était... non, c'est vrai. Tu verras d'ailleurs, Benjamin, la preuve en image. J'y suis allé en avion privé ou presque. Oh. Non, on est passé par Bordeaux en fait. Et on a pris un petit avion. On était pratiquement une dizaine de journalistes dedans, plus plein de gens de l'industrie. L'avion était plein à ras-bord de gens de l'industrie qui se rendraient à Barcelone. Mais il y avait un petit côté avion privé, ça faisait très très rigolo et très sympa. Alors, moi j'ai rien ramené à part une clé USB, Benjamin, mais en revanche, ce que j'ai pu voir, ça c'était vraiment la soirée, le démarrage en fanfare. Le salon ne pouvait pas mieux débuter. Ça a commencé par une soirée à l'Opium Mar, qui est une boîte de nuit sur la plage à Barcelone. Ça commence bien. Absolument très sympathique. Environ 1000 personnes. Tu permets pour rester dans l'ambiance? À la tienne. Allez. Je sais pas comment on dit en espagnol. Comment on dit en espagnol? Una cerveza, por favor. C'est ça. Voilà. Allez, à la vôtre. Tout ça pour dire, alors j'ai pas bu de la sangria parce qu'on était quand même là-bas pour travailler, mais oui, bien sûr. Un peu d'eau plate, ça faisait du bien. Pour assister donc à la conférence. Voilà. Ah super. Voilà, on va pas mourir de faim. Merci beaucoup. Donc cette conférence de rentrée, d'arrivée de Sony Ericsson donc à l'Opium Mar, pour évidemment parler de ce qui a été, à mon sens, l'un des événements du MWC 2011 à Barcelone. C'est le Xperia Play, ce que tout le monde appelait le PSP Phone en fait. Et, depuis des mois. Depuis des mois, on l'a enfin vu sous nos yeux ébahis. J'ai même pu le prendre en main, Benjamin, notamment pour tester ce qui est la grande vedette
la grande vedette de tout ce qui est jeu mobile, c'est Asphalt 6 de Gameloft. Pratiquement partout où je vais, je vois le jeu de. C'est d'ailleurs l'image qui est sur toutes les photos officielles du Xperia Play. Voilà, donc j'ai pu essayer. Et alors, vous avez le téléphone, vous ouvrez, c'est un slider, hein, donc c'est coulissant. Vous ouvrez et vous avez l'impression d'avoir une manette de jeu. De PlayStation. Une manette de PlayStation. Avec les touches, avec les gâchettes sur le côté. Et avec surtout ce qui est très bien, les pads analogiques. J'en perds la voix. Les pads analogiques. Oui, il faut que je prenne un peu de sangria. Les pads analogiques. Et pendant que je vais essayer de retrouver ma voix, on va écouter Pierre Perron. C'est le PDG de Sony Ericsson France. Forcément, il était très content. Alors effectivement, nous arrivons avec beaucoup de produits cette année, dans la gamme, dans la continuité de ce que nous avons annoncé sur Xperia. Et le produit qui sans aucun doute retiendra le plus l'attention, eh bien, c'est un produit qui s'appelle le Xperia Play. Donc le Xperia Play, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un smartphone, un très bel écran de 4 pouces. Il sera lancé avec le système d'exploitation d'Android sur sa dernière version que l'on appelle Gingerbread. Il bénéficiera également d'un magnifique capteur de 5 mégapixels et c'est un smartphone avec lequel vous allez pouvoir prendre des photos, capturer des vidéos en HD et 720 pixels, également télécharger des applications sur le Android Market qui d'ores et déjà comporte plus de 100 000 applications. Mais ce qui fait la particularité de ce produit, c'est que lorsque vous le basculez à l'horizontale, eh bien un clavier apparaît et ce clavier n'est ni plus ni moins qu'un clavier de console de jeu où on va retrouver les 4 signes emblématiques de la marque PlayStation, un clavier, un pad analogique et cette manette est certifiée PlayStation. Donc nous avons annoncé aujourd'hui effectivement le lancement du premier smartphone certifié PlayStation et qui permettra une expérience de jeu inégalée sur smartphone. Voilà Pierre Perron, le grand patron de Sony Ericsson France, forcément emballé à propos de cette Xperia Play. Il le savait qu'il sortait, on l'avait vu à l'automne, il savait ce qui allait arriver juste avant ce Mobile World Congress. On vous laisse toute la place, les tapas sont rois ici patron. Oh des moules. Super, merci pour les couverts. Alors voilà pour Pierre Perron. C'est pas le seul à être emballé par ce nouveau concept qui a pris des années à Sony pour sortir. Forcément, tous les éditeurs sont là. Tous les éditeurs de jeux vidéo, depuis Electronic Arts, Gameloft, Glue, et j'en oublie, ils étaient tous là, tous présents, et ils ont très envie, effectivement. Parce que c'est vrai, ce qui fait le succès d'une console, c'est quand même les jeux qu'il y a dessus. Alors là, effectivement, on va certainement voir la plupart des jeux que l'on peut voir déjà sur les smartphones, mais dans des conditions complètement différentes. La qualité de l'écran, c'est vraiment quelque chose. Vous allez avoir une qualité graphique absolument inégalée. Moi, par rapport à une PSP, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Par rapport à une PSP, moi, je trouve que la qualité graphique est proche de la PSP. Je pense qu'elle est bien meilleure que sur un iPhone, même avec l'écran Retina. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment une très très belle qualité, une très belle fluidité également dans le jeu. Donc c'est ça qu'on va y gagner. La différence avec une PSP, ça sera les jeux. Déjà parce qu'ils coûteront beaucoup moins cher que les jeux PSP. Sur l'Xperia Play. Oui, on aura des jeux à 5, peut-être 10 euros. Ouais. C'est-à-dire les prix. Ça, c'est l'écosystème Apple qui a des conséquences sur toute l'industrie. Vous n'aurez pas le vrai Metal Gear Solid qui existe sur PSP. Vous ne l'aurez pas forcément effectivement sur ce Xperia Play. La différence, elle se fera certainement là-dessus. Et voilà le Ramon qui arrive, merci. Voilà. Merci chef, c'est génial. Et avant que je prenne un petit bout de jambon, c'est un peu l'Espagne, c'est un peu l'Espagne ici. C'est comme l'Espagne, tout vient de là-bas. Voilà. Et avant donc pour que je puisse me sustenter un peu, je vais laisser la parole à Gonzague de Valois. Il travaille bien sûr pour Gameloft. Il était là. Vice-président de Gameloft. Vice-président de Gameloft, c'est le monsieur jeu aussi. Il a testé également cette manette c'est ce téléphone manette et il en est resté pantois, on l'écoute. Alors nous on l'accueille assez chaleureusement parce que c'est vraiment le premier pont en fait entre le monde du jeu vidéo et le monde du téléphone. C'est un téléphone avec un clavier de PlayStation, donc c'est vraiment l'incarnation de cette fusion des deux mondes. Donc nous on l'accueille très chaleureusement, on le soutient activement avec des jeux embarqués et puis toute une offre de jeux, une dizaine de jeux qui seront prêts au téléchargement le jour du lancement du téléphone. Et puis moi personnellement je l'ai essayé
essayé et j'avoue qu'on avait oublié qu'en fait, sur console, portable et de salon, on jouait beaucoup avec des gamepads parce qu'on est passé au touch sur tous les smartphones qui sont lancés depuis 2-3 ans et de revenir au gamepad, on se rend compte en fait qu'il y a certains jeux pour lesquels c'est vraiment un plus et ça enrichit les contrôles et donc ça enrichit l'expérience. Voilà Gonzague de Valois, le vice-président de Gameloft, qui est donc la branche d'Ubisoft spécialisée dans les jeux mobiles. Et pour finir sur Sony, Pierrick, on attend maintenant la fameuse tablette Sony que Philippe Citroën avait évoquée très largement avec nous lors de l'émission du CES de Las Vegas. Les tablettes, justement. La NGP. Voilà. La Next Generation Portable. Exactement. Effectivement, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais pourquoi sortir une NGP quand on a ce PSP Phone? La réponse, déjà Pierre Perret nous l'a donné. D'un côté, vous avez un vrai smartphone, et de l'autre, vous avez une console de jeu. Ça reste un téléphone. Ça ne sera pas forcément le même public. Et, je pense un bon téléphone. Après, il faudra valider ça avec le test, bien sûr. Mais ça restera quand même un téléphone portable fait pour les gamers. Mais les gamers qui veulent vraiment jouer et faire du jeu portable, ils resteront quand même, je pense, sur la NGP. Et bien sûr sur la Nintendo 3DS. Alors moi je pensais vraiment à la vraie tablette Sony. Je parlais plus de Sony Ericsson, mais je parlais vraiment de la tablette Sony parce que les tablettes, ça a été, on va dire, l'autre gros sujet de ce Mobile World Congress à Barcelone. Et on va justement en reparler dans quelques secondes, Pierrick, à propos de LG. Puis Benjamin, difficile de passer à côté, le stand LG au MWC de Barcelone, un très beau stand bien animé avec un énorme téléphone qui tourne, pour qu'on voit ce que ça donne un téléphone en 3D, un gros téléphone, ce sera bien sûr l'un des autres gros événements. Mais bien sûr, effectivement, on a aussi beaucoup parlé de tablettes parce qu'on attend LG aussi avec une bonne tablette. Et oui, cette tablette, alors qui avait été... on va dire, annoncée mais pas montrée au CES de Las Vegas sous le nom de Jeslet, elle arrive dans 2 mois en Europe et notamment en France sous un autre nom qui sera l'Optimus Pad. Optimus, on va dire que c'est le nom maintenant de toute la gamme mobile chez LG. Sa particularité, ce qui la distingue de toutes les autres tablettes, c'est son double capteur qui va permettre de prendre des photos et des vidéos en 3D. Vidéos et photos qu'on pourra voir sur l'écran, mais avec lunettes. Et la tortilla. Ah, génial, merci, voilà. La tortilla est là, merci beaucoup. Voilà, donc une tablette 3D. Ah, la tortilla sur le jamon, non, ça va pas du tout, ça. C'est l'alcool, monsieur, c'est l'alcool. Voilà, donc l'Optimus Pad, c'est la nouvelle tablette, la première tablette de chez LG. Donc tablette 3D avec 2 capteurs, un écran de 8,9 pouces, ça veut dire un peu plus petit que l'écran de l'iPad. Alors dedans, c'est un monstre de puissance, puisqu'on retrouve le processeur Tegra 2 de Nvidia, la résolution 1280 par 768, le décodage Full HD 1080p pour la vidéo, le tout, on va dire, propulsé par la prochaine version d'Android, la fameuse 3.0 qu'on surnomme Honeycomb. Et LG, Pierrick, a aussi fait l'événement avec ses smartphones. Et là, il est encore question de 3D. Bah oui, alors j'ai vu les deux. J'ai vu la tablette 3D, Benjamin, mais mauvaise nouvelle, il faudra des lunettes. Ah oui. Alors pas les lunettes à $200 pièce, mais tu vas pouvoir ressortir ton journal de Mickey. Polarisantes, quoi, c'est ça. Tu vas pouvoir ressortir ton journal de Mickey avec l'œil rouge et l'œil bleu pour regarder effectivement sur cette tablette. Mais effectivement, la nouveauté, c'est ce téléphone 3D sans lunettes cette fois-ci, qui s'appelle également Optimus. C'est l'Optimus 3D. Et c'est Hervé Vaillant qui nous raconte et qui nous explique un peu ce que c'est que cette tablette. Et puis vous allez pouvoir ce téléphone ou cette tablette? Hein? On passe au téléphone ou à la tablette? Les deux. Il parle des deux. Et en même temps, vous allez voir, j'ai pu voir les deux. Donc vous allez pouvoir voir en même temps ce que ça donne que la 3D sans lunettes sur ce téléphone. Concernant le smartphone 3D qui s'appelle l'Optimus 3D, c'est un téléphone qui va être capable d'enregistrer des vidéos en 3D et en très haute définition, puisqu'on va enregistrer en 720 lignes en mode progressive, et en mode 2D, on va enregistrer jusqu'à 1080 lignes en mode progressive. On va enregistrer ces vidéos, mais on va également pouvoir les visualiser sur son écran 3D, qui est un écran qu'on appelle auto-stéréoscopique. Concrètement, on n'a pas besoin de lunettes pour regarder les vidéos ou pour jouer aux jeux vidéo en 3D, c'est absolument remarquable.
Ça veut dire que c'est bien plus qu'un simple gadget. A priori, on se dirait, bon, ce téléphone, oui, 3D, mais pourquoi? Alors 3D, pourquoi moi j'ai 3 gamins, ils attendent avec impatience une chose, c'est la sortie de la Nintendo DS 3D. Parce que jouer aux jeux vidéo en 3D, regarder des films en 3D, c'est réellement, on a une immersion dans le divertissement qu'on est en train de regarder. Et il y a une vraie demande aujourd'hui des consommateurs pour avoir des contenus en 3D directement visible sur son petit écran, qui est un écran de 4,3 pouces. Et ce téléphone, on considère que vraiment ça va être un produit qui va être extrêmement prometteur. On a la chance de maîtriser parfaitement la chaîne des écrans 3D et donc on se devait d'avoir la première tablette 3D du marché. Alors à l'inverse de l'Optimus 3D qui lui ne nécessite aucune lunette, là vous avez besoin pour regarder les contenus en 3D sur votre tablette d'avoir des lunettes qu'on appelle anaglyphes, qui sont les vieilles lunettes 3D que tout le monde connaît bien avec un verre bleu et puis un verre rouge. Par contre l'intérêt de cette tablette c'est qu'elle enregistre également de la 3D et donc vous allez pouvoir diffuser le contenu enregistré via votre tablette sur votre écran 3D et là vous aurez recours à vos lunettes polarisées ou à vos lunettes actives selon la technologie d'écran 3D que vous avez dans votre salon. Voilà Hervé Vaillant de LG Electronics France. Alors cet Optimus 3D, qu'en pensent les créateurs de contenu et notamment de jeux vidéo sur mobile? Eh bien, tu as posé la question à Gonzague de Valois, de Gameloft, qui... Je l'avais sous la main. Donc voilà, il était resté dans les parages, on l'écoute. C'est en tout cas un enrichissement d'expérience, ça c'est sûr, et donc il faut vraiment l'expérimenter pour le juger. C'est difficile à voir sur une feuille de papier, il faut vraiment avoir le téléphone en main, l'écran est grand, et donc l'expérience est vraiment bonne. Donc derrière, oui, je pense que ça va impacter aussi nos game design. Aujourd'hui, on a eu un temps limité, parce que c'est vraiment le premier téléphone qui sort sur le marché, on a eu des temps assez courts pour travailler avec LG sur ce téléphone, sur cette plateforme. Mais je pense que derrière, nos équipes vont réfléchir à comment mieux intégrer en amont la 3D dans le design des jeux. Voilà Pierrick pour Gameloft et pour LG, dont on a encore pu admirer à Barcelone l'Optimus 2X. Et le Black. Voilà, et le Black. Le Black, beaucoup de succès, vraiment beaucoup de gens disaient qu'est-ce qu'il est léger. Et effectivement, ils avaient mis dans un coin, c'était rigolo, ils avaient mis des balances où on pouvait poser son propre téléphone pour voir si effectivement le sien était plus lourd que le Black. Donc c'était très 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 drôle. Énormément de monde, Benjamin, au stand. C'est souvent à ça qu'on voit le succès d'un salon. C'était plein à ras-bord. Mais le stand LG était trop petit. Franchement, presque trop petit. Il y avait du monde partout. C'est une grosse affluence. C'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'on va le dire très clairement, LG tente un retour au premier plan dans le secteur de la mobilité. C'est vrai que ces derniers mois, les smartphones n'étaient pas vraiment au niveau de la concurrence. Et entre la tablette et les nouveaux smartphones annoncés depuis le CES, on a vraiment le sentiment que le coréen s'est retroussé les manches et arrive avec de vraiment beaux produits. Pour moi, la tablette Optimus Pad, c'est vraiment une des 2-3 tablettes qui peuvent concurrencer l'iPad. Donc on leur souhaite évidemment de revenir au premier plan. Et Benjamin, figure-toi, généralement dans un salon, on a comme ça quelques petites surprises. Qu'est-ce qu'il y avait en face du stand LG à ton avis? Je vois ce que tu veux dire, j'imagine déjà. Il y avait le stand Samsung. Et oui, il fallait quand même oser dans un salon comme ça, mettre en face les deux frères ennemis coréens, on va les appeler comme ça sans vexer personne, mais non. C'est vrai qu'on avait, si on voulait vraiment voir l'actualité du MWC cette année, il fallait vraiment passer dans ce coin du gigantesque hall 8 de la FIRA à Barcelone, du centre des congrès, parce qu'il y avait énormément de choses, et Samsung également, Benjamin, avait aussi quelques annonces à faire valoir pour qu'on parle de lui lors de ce salon. Oui, alors c'est vrai, il y avait 2 produits sur lesquels la marque a tout misé là, pendant cette semaine à Barcelone. Une tablette et un smartphone. La tablette, c'est la grande sœur de la Galaxy Pad. Une surprise, hein? Oui. Alors, on avait eu une rumeur quelques heures plus tôt. Qui nous laissait entendre qu'elle allait arriver, mais vraiment ça a été gardé secret jusqu'au dernier moment. Donc une Galaxy Pad, 10 pouces. Le modèle actuel fait 7 pouces. Le nouveau modèle, qui ne remplace pas le premier, mais qui vient agrandir la famille, fait 10,1 pouces. L'iPad c'est 9,7, donc on est sur un écran qui est plus grand que l'iPad. Le processeur à l'intérieur, c'est toujours le Nvidia Tegra 2, un Cortex A9 double cœur pour les connaisseurs. Vraiment, c'est ce qui se fait avec les puces de chez Qualcomm. C'est ce qui se fait de plus puissant aujourd'hui dans un appareil mobile.
Et on dit que Samsung en aurait commandé près d'1,5 million d'exemplaires déjà dans le but de fabriquer les Galaxy Tab grand format. Le poids de cette nouvelle tablette, moins de 600 grammes, donc c'est relativement léger, c'est bien. Et puis le capteur arrière, parce qu'il y a deux capteurs, hein. Il y a un capteur avant pour la webcam, ce que n'a pas encore l'iPad, et un capteur arrière qui permet de faire des photos. Et ben on est sur ce qui devient le standard pour les smartphones et les tablettes haut de gamme, c'est du 8 mégapixels, donc assez impressionnant. Sortie prévue au mois de mars, on n'a pas encore le prix. Hein. Non, mais c'est la une seule chose est inconnue. sûre, hein, on attend aussi l'iPad 2. On a pu voir une première photo peut-être sur technologique de ce que sera l'iPad 2, mais on peut déjà dire que la pression est clairement aujourd'hui sur les créateurs d'Apple. Hein. Absolument. Alors cette tablette qui fait l'événement dont on a beaucoup parlé sur tous les stands à Barcelone, chez Motorola, c'est un modèle qu'on avait vu au CES de Las Vegas, qui était le deuxième, moi, qui m'avait le plus impressionné. Elle s'appelle la Xoom et tu as pu la voir entre les mains. Voilà, elle était là, la Xoom. Alors là, on a échangé, on était toujours sur le Hall 8, donc, mais complètement de l'autre côté, assez loin de Samsung et de LG, en face de Qualcomm, justement, pour rappeler là aussi avec Snapdragon qu'on était dans un domaine où il fallait de la puissance, où il fallait vraiment donner aux tablettes et aux smartphones qui sortent énormément de puissance parce qu'elles font des tas de choses aujourd'hui. C'est plus vraiment des téléphones. Hein. On est vraiment face à des beaux bijoux. Donc moi je suis rentré, alors c'était à peu près le même stand, c'est rigolo, qu'on avait vu au CES, donc j'étais pas trop dépaysé, tu sais, avec les colonnes de couleur rouge et vert, très joli. Très très bien. À l'intérieur, dans une salle plutôt calme, eh bien, j'ai rencontré Jean-Baptiste Guillemot, c'est un chef de produit chez Motorola. Il avait donc sur une grande table la Xoom, mais aussi le petit vénard, le puissant smartphone Atrix. J'ai beaucoup de mal à me souvenir de ce nom, je vais le redire, Atrix. Et vous allez voir, c'est vraiment ce qui s'appelle avoir du power entre les mains. L'Atrix, c'est d'abord un produit qui fait 2 GHz de puissance de processeur. 2 processeurs 1 GHz combinés qui font 2. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais en gros, ça veut dire qu'un Atrix, c'est comme un ordinateur, ça a la puissance d'un ordinateur qu'on aurait tout le temps dans la poche. Et nous, chez Motorola, on s'est dit que c'est peut-être dommage de conserver et de garder cette puissance juste pour un usage smartphone. Alors certes, l'Atrix, c'est un super smartphone, mais on a voulu au-delà du smartphone, offrir à l'utilisateur la possibilité de sortir cette puissance du smartphone en agrémentant le smartphone d'une part d'accessoires et d'autre part d'applications dédiées. Voilà Benjamin, tu as pu voir, hein, à côté, c'est vrai que la Xoom, alors on dit dire la Xoom, moi je dis Xoom, mais c'est vrai que ça se dit plutôt Zoom visiblement. L'Atrix, on en a peut-être beaucoup moins parlé. Mais avec ce clavier qui nous a été présenté, que m'a présenté ici Jean-Baptiste, qui transforme un smartphone en PC. Ensuite, tu peux le recharger sur un dock qui va transformer ta télévision, où tu vas avoir un véritable disque dur multimédia. Moi, ça a été un des trucs qui m'a le plus bluffé pendant ce salon. C'est vrai qu'il y a le Xperia Play, c'est bien. C'est vrai que la LG 3D Optimus fait vraiment envie, mais là, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'ingéniosité au moment où la plupart des fabricants de tablettes sortent des claviers pour dire regardez, ça fait aussi un netbook. Bah, j'ai trouvé là vraiment qu'on avait avec l'Atrix et ce clavier dont on n'a malheureusement pas encore le prix et qui sortira également sur le Q2, qui est un mot que j'ai beaucoup entendu, Q2, deuxième trimestre. Pratiquement tout le monde m'a dit Q2. Du Q2, comme on disait à la grande époque au Guignol. Et bien là on était Benjamin face à moi franchement ça a été un bon coup de cœur et j'étais pas le seul parce que j'avais parlé avec Paul Kayat qu'on salue ici de Paris Match. Et lui aussi visiblement il avait bien tiqué sur le produit. Et alors moi ce qui m'a plu aussi c'est un peu l'un des bilans de cette semaine à Barcelone, c'est que voilà, on a parlé du retour en force d'LG. Motorola c'est un peu pareil, c'est une marque qui était en train de péricliter. Aux États-Unis, il y a une refonte complète du groupe et cette division mobile a à nouveau vraiment la capacité d'innover. Et entre la Xoom, l'Atrix, c'est aussi une marque qui est en train de revenir très fort. Comme Nokia, on va en parler de cet accord dans quelques instants. Et puis comme Sony Ericsson qui était tombé à 0%
de part de marché sur le marché des smartphones et qui vise 10% avant la fin de l'année. Maintenant, on comprend mieux pourquoi Sony Ericsson, t'as un truc à sortir, tu vas le sortir. On comprend mieux pourquoi Sony Ericsson vise 10% entre l'Xperia Play et les smartphones qu'ils ont présentés et dont tu vas reparler. Voilà. Ils ont les moyens. Voilà, mais juste je voulais dire d'aller coucher les enfants parce que je vais raconter une connerie évidemment. Tu me connais quand tu me vois faire cette tête-là. Je me vois bien rentrer avec le téléphone chez moi et dire regarde chérie, j'ai la Trix. Voilà, c'est fait. À tout de suite. Génération technologique numéro 11, spécial Mobile World Congress de Barcelone, de retour depuis quelques instants à Paris. Nous sommes toujours installés près des Halles, ici en plein cœur de Paris. Et puis ça va être la pub gratuite, Benjamin, mais les tapas sont vraiment, moi je me régale. Ouais. Et Hans aussi, parce que pendant qu'on parle, Hans qui charge du montage, lui, il bouffe. Bon, merci à Maroucha, donc à la patronne pour les tapas. Mange tes moules et accouche. Bon, on retourne à Barcelone, puis Eric veut dire des conneries. On va retourner du côté de chez Sony Ericsson. On a parlé de l'Xperia Play, donc ce PSP Phone, qui faisait fantasmer les gamers depuis des mois. Il y a eu d'autres annonces importantes. 4 smartphones à voir. 4 smartphones. Alors l'arc qu'on avait déjà pu entreapercevoir, voir un petit peu au CES de Las Vegas. Et puis deux autres, le Pro. Bon là je passe un peu vite sur le Pro avec coulissant là aussi avec un clavier qui s'adresse effectivement à un public plus professionnel comme son nom l'indique. Et le Neo qui est vraiment un des nouveaux produits et là aussi avec un peu différent forcément du Xperia Play, mais avec vraiment un petit quelque chose qui peut faire que Sony Ericsson a là aussi une carte à jouer. Pierre Perron de Sony Ericsson nous parle de toutes ces nouveautés annoncées lors de cette soirée, cette conférence de presse à l'Omnium Bar à Barcelone. Vous le savez, depuis 10 mois, Sony Ericsson a lancé la marque Xperia, c'est la marque de ces smartphones développés sous Android. Nous avions annoncé au CES de Las Vegas un produit qui s'appelle le Xperia Arc, le produit Android Xperia le plus fin du marché, puisqu'il fait 8,7 mm, un magnifique écran de 4,2 pouces, lancé d'ailleurs sur la toute prochaine version d'Android, Gingerbread. Et bien ce soir, nous avons annoncé 2 petits frères. L'un s'appelle Xperia Neo, le deuxième s'appelle Xperia Pro. Donc ce sont des produits qui surfent. Vous parliez de mer tout à l'heure, et bien oui, nous surfons sur les mêmes valeurs en termes de produits. Nous avons 2 produits qui offrent la possibilité de bénéficier d'un écran mobile Bravia Engine. Oui, nous avons mis la technologie Sony au creux de la main. Bravia, c'est la télé. Bravia, c'est la télé. Smartphone, c'est de plus en plus d'ailleurs de la télé également. Et bien, nous avons utilisé la même technologie et la même dalle que nous offrons désormais sur l'intégralité de la gamme Xperia. Ces produits sont aussi ont de vrais capteurs haute définition. Les capteurs de Sony s'appellent XMOR, c'est ce que l'on retrouve notamment sur les appareils photo de la marque Sony. Et bien, désormais, ils intègrent également la gamme Xperia sur ces 2 produits Neo et Pro. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre le Neo et le Pro. Bien, tout simplement, le Neo est une petite tablette de 3,7 pouces et le Pro est une version avec clavier AZERTY que l'on destine évidemment à un usage plus messaging et email. Voilà Pierre Perron, Sony Ericsson qui peut envisager l'année 2011 avec pas mal d'optimisme et c'est vrai que la marque a tout à gagner. C'est vrai, et puis avec ce moteur Bravia, l'engine Bravia qu'ils ont mis dedans, comme les télés de Sony, on en parlait avec Pierre, on est presque content de payer de la TVA en plus, tu sais, pour regarder la télé sur son smartphone. Alors la bonne nouvelle, c'est vrai, effectivement, on en a parlé, c'est que les opérateurs ne vont pas nous la facturer, mais là on serait presque prêt à payer pour regarder sa télé sur son téléphone. Autre acteur du marché des smartphones, un acteur relativement neuf par rapport à d'autres, en tout cas dans les téléphones, c'est Acer, avec la gamme B-Touch et Liquid qu'il développe maintenant depuis quelques années. Et en attendant l'iPhone mini, le fameux iPhone mini dont on commence un peu à parler de plus en plus. Pour le 5 juin peut-être, $49. On verra ça. Eh bien, Acer propose aussi son Liquid Mini, c'est ce qu'on dit, ce qui est petit et mignon, bah oui. Effectivement, on a là toute une gamme en couleurs de petits liquides qui peuvent effectivement plaire à un public notamment féminin. Mais Acer aime aussi ce qui est gros.
et présentait aussi l'Iconia Tab son Iconia, alors sa tablette forcément, et l'Iconia Smart. Alors là, on a l'impression que c'est un peu comme le Sprite, non, c'est pas le Sprite, c'est le Canada Dry. Voilà, ça ressemble à une tablette, ça a la couleur d'une tablette, mais c'est un smartphone. Mais c'est vraiment, comme ils le disent, 100% smartphone, 100% tablette au micro de technologique dans un gros stand à l'extérieur, tout vert et tout joli d'Acer. Aymar Delancin, senior vice-président d'Acer en charge de la mobilité. Il en avait plein de téléphones devant lui. Il y avait de quoi raconter. Aujourd'hui, on va aller du PC jusqu'au smartphone en passant par des familles de tablettes. Donc la 10 pouces que vous voyez ici, qui est commercialisée soit sous système d'exploitation Android ou système d'exploitation Windows. La 7 pouces qui est ici, qui elle est sous Android. Un produit qui est assez unique aujourd'hui sur le marché, qui est un produit de 4 pouces 8 en format 21/9e. Donc en 21/9e, ça vous permet en fait de voir les pages web dans leur intégralité, sans devoir aller de droite à gauche, sans devoir augmenter ou diminuer leur taille. Ça vous permet aussi d'utiliser le produit avec une seule main, de passer des coups de fil, de regarder vos films en 21/9e, donc en utilisant tout l'écran, sans la bande noire en haut et en bas. Et bien sûr de faire toutes les activités de gaming. Donc c'est un produit qui est assez intéressant, qui d'ailleurs chez nous est classifié à la fois comme une tablette et à la fois comme un smartphone. Donc c'est un produit vraiment hybride qui est à la limite des deux environnements, mais dont la caractéristique principale reste le fait que bien entendu il tient dans une poche. Donc il est éminemment portable. Quelles sont les ambitions d'Acer justement sur les portables aujourd'hui, enfin, sur les tablettes? Sur les tablettes, c'est comme sur l'ensemble des produits. Les marchés dans lesquels on rentre, c'est pour en devenir un des leaders. Donc sur les tablettes, certainement, nous voulons être un des 5 premiers fabricants de tablettes dans un horizon assez bref. De la même façon que sur les smartphones, nous voulons aussi devenir un des 5 premiers à horizon de 2014. Et puis nous lançons aussi 2 successeurs à un produit précédent, qui sont donc des produits avec clavier, avec la particularité bien sûr d'être sous Android, mais d'avoir un écran touch. Donc ce sont à la fois des produits qui ont l'input du clavier et en même temps la faculté d'avoir une interface touch. Benjamin, mention spéciale à l'accueil chez Acer avec le responsable com espagnol. Il était tôt et j'ai eu le droit à mon petit café, ça m'a fait super du bien. C'était bienvenu. Mais merci à lui, il se reconnaîtra. Pour ces grosses journées à Barcelone, on sait ce que c'est les salons, c'est des journées très fatigantes qui démarrent très tôt, qui se finissent tard. Surtout que toi tu faisais évidemment Europe en plus de technologique. Et avant tout, on va dire... je faisais technologique en plus d'Europe. Voilà, c'est ça. Pour froisser personne, on va le dire comme ça. Donc, c'est des grosses journées. On continue, Pierrick, notre tour d'horizon de cette semaine catalane. Alors, avec une marque qui a essayé de se démarquer avec des téléphones. Alors, c'est HTC. Voilà, des téléphones qui sont les premiers Facebook Phones. Alors c'est vrai qu'ils ont essayé de se démarquer. Gadget ou est-ce qu'il y a une vraie réalité? Pour l'instant, j'ai pas vraiment la réponse, Benjamin. Parce que c'est vrai qu'HTC a essayé de se démarquer. Moi, je suis passé dès le lundi sur un stand qui était un petit peu à part dans un coin où il y avait HTC. Et je regardais les téléphones, je dis bon, il n'y a pas. L'annonce c'était mardi matin, je crois. Mais voilà, ils avaient gardé le lendemain pour faire une conférence de presse, un petit peu après tout le monde, on va essayer de faire un coup. Ils avaient aussi, hors du salon, dans un hôtel, un lieu où on pouvait venir se restaurer, voir un peu mieux. Moi, j'ai pas eu le temps d'y aller, donc voilà. Et donc le mardi, ils ont fait cette annonce où beaucoup de gens, sans doute, n'ont pas pu y aller parce que c'était souvent le mardi, on avait beaucoup de prises de rendez-vous, etc. Et les gens se disaient, en étant peut-être allés sur le stand, il y a peut-être rien. Alors, dès le lundi soir, on avait les photos sur technologique.fr. C'est vrai, oui. On était à la pointe de l'information. Comme d'habitude, Benjamin. Et donc, les gens peut-être se disaient, il y a rien, donc on va pas y aller. Mais il y avait quand même une surprise, Benjamin, parce qu'ils nous ont sorti, effectivement, c'est ce qu'on appelait les Facebook Phones. Alors, ils veulent pas les appeler comme ça, eux, non. Ils n'ont pas payé a priori parce qu'on n'avait pas les Google Phones. Mais la question, savoir... Moi, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que ça apporte de plus
que le Facebook que j'ai sur mon iPhone, par exemple, ou le Facebook que je peux avoir sur la plupart de mes smartphones. J'aimerais bien le savoir. Alors, j'ai pas pu le savoir parce que je suis retourné sur le stand. J'aime beaucoup HTC. ton histoire. Je suis retourné le lendemain sur le stand HTC en me disant c'est quand même allé deux fois. Je vais quand même aller voir ces fameux téléphones et cette tablette parce qu'ils annonçaient aussi une tablette. Je vais quand même aller les voir. Donc j'arrive. Alors là, on se serait cru chez LG. Le stand était encore plus petit, mais alors bourré à craquer. Et vraiment, beaucoup de mal. Vous allez voir sur les Facebook, sur les images, j'ai beaucoup de mal à arriver, à harnacher avec les sacs, etc. Et la caméra en main. Et tout ce que j'ai vu, c'est une tablette blanche éteinte et 2 téléphones sous verre. On ne pouvait pas les toucher, on ne pouvait pas les tester, on ne pouvait rien voir. Mais alors tout le monde était en train de les photographier, tout le monde était en train de les filmer, moi le premier. Alors effectivement, au jour d'aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça a dans le ventre? On va finir par le savoir, mais est-ce que c'était pas un gigantesque coup marketing de la part d'HTC, mais aussi de Facebook, qui aimerait sans doute bien pouvoir s'infiltrer là aussi, après avoir dominé le PC, avec le site internet, et bien aimerait peut-être aussi dominer la mobilité et récupérer aussi potentiellement plein de publicité parce que Facebook ça génère plein de publicité. Alors je sais pas si tu as vu Zuckerberg annoncer qu'il y aurait des douzaines de téléphones Facebook qui vont sortir cette année, donc c'est que le début. Et si j'ai bien compris les explications à propos de ces 2 téléphones dont les noms sont Chacha et Salsa, ça a beaucoup fait rire aussi. Ça vaut le coup ici, hein, voilà, c'est ça. Je pense que ça fait beaucoup rire un certain nombre de blogueurs geeks qui se voient bien là aussi dire « chérie, j'ai Chacha ». C'est ça. Voilà. Bon, tu rapporteras aussi des beignets à l'oignon à la maison. Hein. Oui, ils non sont mais bons, hein. Hein, toi qui es la Trix, voilà. Tu rapporteras aussi des beignets. C'est gentil, ma femme est en vacances. Alors, juste je t'explique, c'est Facebook Phones. D'après ce que j'ai compris en lisant le communiqué de presse et en regardant bien les images, il y a un petit bouton sur la face avant, un bouton Facebook, sur lequel on peut appuyer. Et ce bouton, dès qu'on est en train d'afficher un contenu qu'on peut partager, c'est-à-dire soit de la musique, de la vidéo, une photo, ou un contenu texte qui pourrait devenir un statut, ce bouton clignote et d'une seule pression sur le bouton, on partage le contenu qui est à l'écran. Voilà. On va dire que c'est un raccourci, c'est une facilité, c'est une touche préprogrammée qui envoie directement vers son compte Facebook. Je suis allé sur un autre stand qui est le stand d'Oro, les gens que j'aime beaucoup. Ah oui. Et les Suédois qui fabriquent des téléphones pour les personnes âgées, notamment pour les personnes aussi impotentes, mais pas seulement, sur lequel il y a une touche de secours. Vous avez un malaise, vous appuyez, les secours arrivent. Et ils ont fait un nouveau téléphone qui est très sympa, sur lequel, parce qu'il y avait une demande qui commençait à émaner de la part de certaines personnes qui veulent un téléphone, c'est vrai, simple, pas compliqué, avec des touches, on appuie, c'est pas compliqué. Ils ont rajouté une touche, c'est appareil photo. Vous appuyez dessus, ça fait la photo. Ah, c'est pas mal, hein. Ça me rappelle un truc. Ça évite d'entrer dans les menus, d'aller chercher le... Voilà. Alors bon, pourquoi pas. On sent quand même que le Chacha et le Salsa sont clairement des téléphones à destination de la clientèle la plus jeune. Ah bah oui. Ça, c'est très clair. C'est vrai qu'HTC fait par ailleurs des produits très intéressants. Moi, j'aime beaucoup le HTC Desir. On sent qu'après avoir eu sans doute une clientèle plus adulte, peut-être plus féminine aussi, avec ce design très particulier qui sort un peu de l'ordinaire, c'est vrai aussi par rapport aux smartphones qui ont tendance à tous se ressembler. Là, on a effectivement plutôt des smartphones pour les jeunes. Alors moi, j'ai passé l'âge, je crois. Hein. Non, moi aussi alors. Bon, à propos d'HTC, il y a quand même trois mises à jour de leurs 3 smartphones vedettes. Tu l'as cité, le Desire, il y a aussi l'Incredible et le Wildfire. Les nouvelles versions, maintenant, ont un petit S qui vient se mettre au bout de leur nom. S comme Sense. En gros, c'est l'interface, c'est le système de navigation d'HTC qui est censé être... Qui est aussi sur la tablette. Hein. Très simple, voilà, qui est aussi sur la tablette. La tablette, elle s'appelle la Flyer. Très clairement, de mon point de vue, elle est nettement en dessous de ce qu'a montré la concurrence. Processeur à 1,5 GHz, pendant que tu te dandines au son de la musique. L'appareil photo, pourquoi, le capteur, c'est juste un 5 mégapixels. On disait 8 tout à l'heure pour la nouvelle norme pour le haut de gamme. Android, c'est pas Honeycomb 3.0, c'est encore la 2.4. Bon bref, une tablette qui a le mérite d'exister, mais qui va être clairement en dessous de ce qui va se faire de mieux. Il y a 6 mois. Quoi. Voilà, ce sera moins bien sur le papier que l'Axum, que l'Optimus Pad.
et peut-être que l'iPad 2 qui arrive dans quelques jours, quelques semaines. Si je me dandine, Benjamin, c'est qu'il y a aussi un petit peu de musique ici à Tapa des Tapas. C'est vrai. Et viens donc faire un petit tour à Lambé. Lambé près de Brest, moi ça me rappelle des trucs. Voilà. Bah voilà, c'est pour ça. Faut pas lui passer ça à Pierrick. Voilà. Je suis un peu chez moi aussi ici avec viens faire un tour à Lambé, viens faire un tour à Tapa des Tapas. Allez, on reste à Barcelone, Pierrick, cette fois pour parler de l'actualité de BlackBerry qui était encore très centrée autour, là aussi, d'une tablette, la fameuse Playbook, découverte au CES et qu'on a enfin pu avoir en main à Barcelone. Voilà, on a pu la voir. Alors c'est vrai que sur le grand stand de BlackBerry ici à Barcelone, il y avait beaucoup de place aussi pour présenter les applications parce que une tablette, un smartphone, maintenant il faut des applications. Donc il y avait un certain nombre d'applications qui étaient présentées. Christophe Ducamp, qui travaille pour BlackBerry, qui est en charge notamment du compte Orange. Pour RIM, donc RIM, voilà, le fabricant. Bien sûr, il va nous parler notamment d'une appli sympa pour préparer son voyage, notamment son voyage à Barcelone. Mais vous allez voir, effectivement, le truc, c'est qu'on a pu enfin voir la Playbook Q2, là aussi. Ah, Q2. Voilà, pas encore le prix. On écoute Christophe Ducamp et puis surtout apprécier parce que quand on parle d'une tablette, on veut savoir si la tablette permet vraiment d'être multitâche. Ben là, ouais, c'est du multitâche. Alors, on intervient, nos stratégies, ça va être bien évidemment, comme d'habitude, de proposer nos produits d'abord aux professionnels. Pourquoi ? Parce que les professionnels sont très exigeants en termes de sécurité, de qualité et de performance. Et on sait que naturellement, ça va automatiquement atteindre le particulier qui va rechercher, qui a aussi les mêmes critères de sélection en fait. Vous avez choisi une taille particulière pour le Playbook. On est plus proche de la Galaxy Tab de Samsung que de l'iPad d'Apple. Alors, on a choisi cette taille-là parce que la stratégie, c'était de dire que la Playbook, ce n'est pas un BlackBerry qui est plus gros, c'est plutôt ce que vous avez au bureau ou à la maison en plus petit. Donc, il fallait choisir une taille, donc 7 pouces, pour que vous puissiez la mettre dans votre sac à main lorsque vous êtes une femme, peut-être le mettre dans votre poche de veste quand vous sortez, si vous êtes un homme. Enfin, en tout cas, une taille qui vous permet de transporter, mais toujours, bien évidemment, de pouvoir bénéficier de la même expérience, par exemple de surf, que vous auriez au bureau ou à la maison. On va pouvoir téléphoner avec ? Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas téléphoner. Ça va dépendre en fait des applications qui vont être développées sur la Playbook. Le fait est qu'aujourd'hui, on a annoncé 2 nouvelles Playbooks. Une Playbook qui va être disponible sur le réseau LTE et une Playbook qui va être disponible aussi sur le réseau HSPA. Donc au total, on va avoir 4 Playbooks. Une uniquement Wi-Fi, une Wi-Fi WiMAX qui avait été annoncée dernièrement avec l'opérateur Sprint, une Playbook Wi-Fi LTE, une Playbook Wi-Fi HSPA. Et le message derrière, c'est bien évidemment dire qu'on accompagne les opérateurs dans leur développement technologique qu'ils font sur chaque réseau. Donc une entreprise qui par exemple va vouloir équiper ses collaborateurs d'une tablette, s'il choisit la Playbook, il sait qu'il va pouvoir, avec un collaborateur qui est à l'étranger, lui dire va acheter ta Playbook, elle fonctionnera sur le réseau sur lequel tu te trouves. Je n'ai pas cette contrainte en fait technologique qui pourrait ralentir mon développement d'une tablette dans l'entreprise. L'idée, c'est toujours de gagner en productivité avec ce genre de tablette ? Alors l'idée évidemment c'est de gagner en productivité, sachant que la Playbook, vous allez pouvoir bien évidemment la connecter avec votre BlackBerry, donc c'est ce qu'on appelle le BlackBerry Bridge. Vous aurez 6 applications par défaut qui fonctionneront avec le BlackBerry, les emails, les notes, les tâches, le calendrier, le BlackBerry Messenger, et qui bien évidemment est très sécurisé puisque si vous coupez cette connexion entre le BlackBerry et la Playbook, rien n'est enregistré sur la Playbook. Et évidemment c'est un gage de sécurité aussi pour les entreprises qui feront ce choix technologique. Voilà Christophe Ducamp de chez RIM. Pierrick, la Playbook, voilà, une bonne tablette. Malheureusement, on la sent un petit peu trop réservée à l'écosystème BlackBerry. Réservée à l'écosystème BlackBerry, puis surtout à destination quand même en priorité, on a entendu Christophe Ducamp, des entreprises. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que la possibilité notamment de pouvoir partager 6 modalités, 6 fonctions avec son BlackBerry et cette tablette, le Playbook, effectivement, on s'adresse là effectivement à tout le monde, mais après tout, aujourd'hui les BlackBerry ont fait une percée très forte chez les jeunes. Christophe nous en parlait. Peut-être, qui sait, pourquoi pas. Alors on a parlé de ceux qui tentent un comeback, comme Sony Ericsson, LG. On veut froisser personne, mais voilà, ils ont les moyens de revenir au premier plan. Il y a aussi ceux qui n'étaient
peut-être et sans doute jamais venu à Barcelone. Je pense à HP, Pierrick. Le rachat de Palm a fait entrer dans la sphère HP de nouveaux produits qui sont des produits mobiles. Voilà, alors je n'ai malheureusement pas pu avoir d'intervenant, mais c'était de ma faute. Problème de retard lié au bus. Ton hôtel était un petit peu loin du centre-ville. Un petit peu, oui. Donc du coup, j'ai raté. Non, mais c'était plutôt la faute d'un blogueur qui avait du mal à se réveiller, qui a retardé tout le monde. Il se reconnaîtra. Merci à lui. Bref, je suis arrivé trop tard malheureusement pour l'interview. HP était très demandé, effectivement. Ils avaient beaucoup également de rendez-vous sur le salon parce que effectivement cette tablette sous WebOS suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup d'interrogations. J'ai quand même eu le droit à une petite démo avec un ingénieur indien en anglais. Je te vois là. On va regarder ça un petit peu. Et puis on va clore, Benjamin, cette partie tablette, smartphone, pour parler un petit peu des quelques petits à côté, des quelques petites choses qu'on a pu voir lors de ce MWC à Barcelone. So this is the new HP touchpad tablet. It's got a 9.7-inch display, 1024 by 768. It's got stereo speakers powered by something we call the Beats Audio, which is really an uncompromising music and multimedia experience. It's also powered by a dual-core Snapdragon processor, the 8660, so really power-packed. It's got a graphics core, big display. It's a Gorilla Glass display so that it's scratch resistant, and we have technologies that should help you have a wide viewing angle. It's also got a front-facing camera for video calling and all the intelligent sensors that you would expect in a tablet like this, like the accelerometer, gyroscope, and proximity sensor and the things like that. And then this is powered by HP WebOS. So there are a couple of things on HP WebOS that are really bedrock of WebOS and the foundation stones. The first is the multitasking. It's visually brilliant multitasking. Each of these cards that you see here is basically an activity on its own right, and I can move from my browser to my photos and to my email just with simple swipe gestures going back and forth. And when I'm done with an application, I can just swipe it off my workspace and it's gone. Voilà, et pour vous dire que Barcelone, c'était l'endroit où il fallait être sur la planète high-tech cette semaine. Tout le monde était là-bas, sauf moi. Hein. Sauf Nokia, qui n'avait pas de stand. C'est vrai. Alors, ils ont fait une keynote, mais il n'y avait pas de stand Nokia, on ne pouvait pas voir ça, ils n'avaient pas grand-chose à montrer. Mais on va y revenir dans quelques instants. Il n'y avait pas non plus Apple, mais ça, bon, c'est habituel. C'est traditionnel. Il y avait des très grands noms de l'Internet aussi. Google, évidemment, parce qu'Eric Schmidt a fait l'une des conférences qui a été le plus suivie. Et puis Yahoo, Pierrick, alors, qui venait vous présenter un nouveau service qui s'appelle LiveStand. J'ai rencontré Ken Hart, qui est un anglais mais qui parle, moi je trouve très bien français, et qui nous explique un peu ce service. Pour faire simple, on va dire que c'est un peu un mélange entre du NetVibes et du Flipboard. C'est pour les tablettes, c'est pour les smartphones et c'est pour tout ce qui est notamment l'univers Yahoo, mais bien plus encore parce que finalement, cette espèce de portail que vous allez pouvoir mettre sur votre tablette, vous allez pouvoir y mettre exactement ce que vous voulez. On écoute Ken Hart et vous allez pouvoir apprécier également une petite démo de ce service LiveStand qui sera assez intéressant, mais pas pour tout de suite en France. LiveStand, c'est le dernier produit qui va sortir de Yahoo, qui sert à la fois de personnaliser des contenus dans un format très riche et engageant. C'est-à-dire, il y a des magazines qui existent depuis longtemps, avec de grandes images, etc. On essaie de fusionner ces grandes qualités d'images, de médias riches et engageants, avec le format personnalisé et interactif du monde Internet. Pour Yahoo, qui a déjà 30 millions d'utilisateurs partout sur le PC, on a plusieurs millions également sur le mobile. Les tablettes, c'est effectivement le troisième écran entre le grand PC et le petit mobile. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors avec LiveStand ? On peut interroger des contenus, personnaliser nos contenus, chercher des contenus et à la fois partager avec des réseaux sociaux. C'est-à-dire, je suis en train de lire un article, je peux effectivement jouer avec cet article, voir des images, des vidéos, effectivement dire j'aime beaucoup, je vais partager avec des amis, etc. Effectivement, LiveStand n'est pas simplement un moyen d'avoir des contenus personnalisés, mais également la publicité personnalisée qui vient avec. On essaie, nous, d'avoir plus de richesse, plus d'interactivité, plus de ce qu'on appelle en anglais d'engagement. C'est-à-dire les gens
pas simplement de trouver des données, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec la bourse, c'est d'avoir un flash qui monte, des images plus engageantes, jolies, etc. Voilà Pierrick, donc Ken Hart de Yahoo que tu as rencontré à Barcelone. On va terminer cette rétrospective, alors que le salon est pas encore fini, puisqu'il ne ferme que demain soir. On est mercredi soir ici à Paris. On va terminer avec Microsoft. Microsoft qui a été vraiment un des acteurs majeurs de la semaine à cause de cette annonce, cet accord avec Nokia. On va y revenir, mais d'abord, pour ceux qui ont un Windows Phone 7 et qui attendent les mises à jour, il va y en avoir dans les prochaines semaines. Ah bah ça va être même mars. Voilà, vous pouvez vous préparer. C'est Olivier Ribet de Microsoft qui vous explique tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez attendre avec cette première grosse mise à jour pour les Windows Phone 7? On a effectivement hier, lors de la conférence de presse, Steve Ballmer et Joe Belfiore, qui est vice-président en charge des produits Windows Phone, ont présenté un certain nombre de points liés à l'innovation de Microsoft dans le domaine mobile et surtout des mises à jour d'un operating system qui a été annoncé il y a un an, ici même à Barcelone, et qui a été commercialisé en France depuis donc 3 mois. Et 3 mois après, Microsoft annonce déjà que la mise à disposition de fonctionnalités sur lesquelles nous nous étions engagés, comme le copier-coller, l'exécution de programmes tiers plus rapides sur le téléphone, etc., va arriver dans quelques semaines, dans 3-4 semaines, et va être mise à disposition l'ensemble des utilisateurs de Windows Phone 7 qui ont déjà un téléphone en main. IE9, l'arrivée d'IE9 sur Windows Phone 7 avec un support natif de HTML5. Internet Explorer, on va préciser. Oui, pardon, Internet Explorer 9, merci pour la correction. Donc ça, c'était aussi un point important. L'autre point important, c'est la mise à disposition sur la plateforme Windows Phone 7 du radio stack, du stack radio, de la technologie radio CDMA, qui va permettre de fait à Windows Phone 7 d'être commercialisé dans des pays où la norme de radio communication est le CDMA, donc par exemple les États-Unis, où du coup Windows Phone va pouvoir être déployé et commercialisé avec l'ensemble des opérateurs, ce qui est un point important bien évidemment pour le marché américain. Aujourd'hui, et ça c'est un autre élément d'annonce, vous avez dans Windows Phone 7 une intégration avec notre service de cloud qui s'appelle SkyDrive, qui permettait de stocker et de synchroniser les photos entre un PC, un mobile et le cloud. Le dernier point, c'est une enquête qui vient d'être menée récemment, qui indique que plus de 93% des utilisateurs de Windows Phone 7 aiment leur téléphone. Alors, ça paraît un chiffre comme ça, mais pour nous c'était vraiment essentiel. C'était le premier pari que l'on voulait gagner avec Windows Phone 7, qui était de faire en sorte que dès le premier jour, les utilisateurs comprennent et voient tout de suite visuellement pourquoi nous sommes différents. Et donc l'expérience de fluidité, de rapidité, d'ergonomie, d'intégration avec les réseaux sociaux, avec Xbox Live, avec tous les éléments qui font la richesse de Windows Phone 7, il était important pour nous qu'elle soit reconnue. Et c'était un pari, et ce premier pari est déjà gagné. Voilà, et Olivier Ribet, Benjamin, je ne l'ai pas forcément interrogé que là-dessus. On a fait un premier bilan également des Windows Phone. Alors c'est vrai qu'ils sont assez contents, ils en ont vendu 2 millions dans le monde. Ils ont quand même toujours un petit peu de mal à monter en termes de part de marché. Mais il y a cet accord avec Nokia qui pourrait peut-être changer la donne. Et Olivier Ribet, je lui ai posé la question du bilan. Et puis, Nokia alors. Alors après, il y a bien évidemment un des éléments importants qui a été annoncé vendredi dernier et confirmé donc, il y a 2 jours, ou hier, pendant les conférences de presse de Stephen Elop, patron de Nokia, et de Steve Ballmer, patron de Microsoft, sur un accord stratégique à long terme entre Nokia et Microsoft sur plein de sujets, sur la mobilité bien sûr, mais aussi sur d'autres technologies. Alors après, il y a eu aussi toute une série d'éléments dans l'accord, beaucoup plus détaillés, sur le fait que Nokia va adopter Bing comme moteur de recherche par défaut sur l'ensemble des téléphones de la gamme Nokia, pas uniquement les smartphones, mais l'ensemble de la gamme. Nokia confirme également qu'ils vont retenir la plateforme Microsoft comme plateforme publicitaire pour les éléments de publicité mobile. Et puis il y a, on le disait à l'instant, sur la partie applicative, une collaboration qui va être très très forte entre Nokia et Microsoft pour s'assurer que l'écosystème de développeurs qui existe déjà dans l'environnement de Nokia puisse très facilement et très rapidement cibler Windows Phone 7 comme étant une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir déployer leurs applications.
Et donc là, il y a également des rapprochements entre les deux sociétés sur ce sujet-là pour la gamme des téléphones Nokia. Merci beaucoup. De rien. Voilà, c'est quand même un accord énormissime, on va dire. Nokia, c'est un téléphone sur 3 vendu dans le monde encore, même si la part de marché est passée de 40 à 30% en un an. C'est quand même c'est toujours le numéro 1 mondial, hein, on peut le dire sans dire de bêtises. Pas en termes d'OS, mais en termes de vente, voilà, en termes de téléphones vendus. La priorité pour Microsoft, c'était d'éviter que Nokia signe avec Google et rallie le camp d'Android, ce qui aurait complètement déséquilibré le marché et ruiné leur chance de revenir avec Windows Mobile. Donc très clairement, on l'a su aussi cette semaine à Barcelone, c'est le PDG de Nokia, le nouveau PDG de Nokia, Stéphane Lop, qui l'a annoncé. Microsoft a versé des milliards de dollars à Nokia dans le cadre de cet accord, qui va permettre à Microsoft de gagner sans doute dès l'an prochain, 2012, arrivée des premiers modèles de smartphones Nokia avec Windows Phone 7, des parts de marché. C'est vrai que Microsoft a du mal, mais là on va se retrouver dans le monde de la mobilité avec 3 énormes acteurs, Microsoft plus Nokia, Android et tous les fabricants qui ont signé avec Google, et puis Apple. Ça va devenir une sorte de duel à 3. Et l'an prochain, à Barcelone, la situation a sans doute énormément changé. Hein. Ouais, et Android, c'est notamment Sony Ericsson a choisi Android pour ses nouveaux produits. Et Pierre Perron, forcément, il a regardé cet accord Nokia-Microsoft avec quand même quelques interrogations. Il a accepté de répondre à cette question, c'était pas forcément évident. Il n'y a pas beaucoup de grands patrons de la high-tech qui ont accepté de réagir à l'accord Nokia-Microsoft à Barcelone. On écoute Pierre Perron. Écoutez, on comprend la situation dans laquelle se trouve notre concurrent. En ce qui nous concerne, le choix a été fait il y a 1 an et demi. Reconnaissons que le monde du téléphone multimédia s'orientait vers l'ouverture, vers le choix donné aux clients de pouvoir utiliser leurs fichiers multimédia comme ils le souhaitaient. Il y a 1 an et demi, nous avons fait un choix qui était le choix de l'Android, qui était à l'époque effectivement assez risqué, puisque Android n'avait pas le poids qu'il avait aujourd'hui. Je pense que nous avons eu raison. Nous avons eu raison parce qu'aujourd'hui, les clients sont derrière nous, à nous suivre. Nous avons fait le choix également de proposer une gamme de produits, pas simplement de proposer un produit cher et haut de gamme. Nous avons aujourd'hui un Xperia pour tous, depuis l'entrée de gamme pour les comptes bloqués, pour ceux de vos auditeurs qui ont des enfants, jusqu'au Xperia Play sur le haut de marché. Chacun pourra retrouver un Xperia qui lui convienne. Je pense notamment aux femmes qui aujourd'hui plébiscitent notre format mini. Ce sont les Xperia Mini, Xperia Mini Pro que nous avons lancé il y a quelques mois et qui sont derrière nous également sur ces petits formats. Donc voilà, c'est un choix très structurant que nous avons fait il y a 1 an et demi. Je salue le courage de nos concurrents qui semblent prendre le même chemin. Voilà Benjamin, j'en profite maintenant pour remercier Pierre pour sa disponibilité, puis les équipes de Sony Ericsson, notamment Hélène qui s'est occupée de nous bichonner pendant ce voyage, c'était très sympa. Je voudrais terminer avec un coup de cœur, Benjamin. Alors vas-y. C'est le stand Android. Parce que bon, c'est quand même assez convenu, un stand de grand salon. Il y a des présentoirs, il y a des téléphones. Il y a une moquette trop épaisse en général. Parfois on met quelques filles un peu dévêtues, histoire de dire « Hey, coucou, regardez chez nous, il se passe des trucs ». J'en ai jamais vu moi. Mais en attendant, Benjamin, face à tous ces stands qui se ressemblent finalement pas mal, il y a pas mal de lumière, c'est assez clinquant, il y avait l'espèce de stand un peu bizarre, OVNI forcément, c'est le mot, c'est le stand Android, à la gloire du petit bonhomme vert, avec un toboggan pour jouer, où on pouvait se faire prendre en photo. C'était un peu comme la fête foraine. Il y a des blogueurs qui étaient avec nous dans le voyage qui ont appelé ça Android Land. C'est vrai que ça avait un côté Disney, on distribuait tout le monde et plein de gens prenaient des poignées de pins. Au prix du mètre carré, ils sont sympas chez Google. Hein. Voilà, mais surtout, bon, j'ai l'air de plaisanter, mais globalement, c'était l'occasion pour Android de fêter toute la communauté Android qui est en train de monter en puissance et qui fait aussi la force aujourd'hui de cet OS, et peut-être qu'Apple a du souci à se faire là Android aussi. Doit devenir le numéro 1 avant la fin de l'année. Hein. Voilà, et on avait à peu près une vingtaine ou une trentaine de développeurs qui étaient là pour présenter leurs nouvelles applications, et c'est vrai que dans une ambiance un peu festive, un peu rigolote, mais c'était aussi là pour montrer le savoir-faire, et Android et Google a voulu de cette façon leur rendre hommage, et il y a des choses sans doute très très intéressantes qui vont sortir sur Android.
Et je le redis, peut-être qu'Apple a du souci à se faire, parce que c'est bien gentil de vouloir forcer la main des éditeurs de presse, par exemple, pour les obliger les gens pour prendre passer ces 30% par l'App Store, en gros, ouais. pour acheter l'équipe. Si il faut que je paye 1 euro maintenant au lieu de 79 centimes, je crois que je vais continuer. Je vais retourner voir mon marchand de journaux. Merci Pierrick pour ces images, ces interviews, ces infos rapportées de Barcelone. Merci à tous pour votre fidélité aussi à Gentech, comme on l'appelle. Merci à Hans Bourbon qui est juste à côté de nous. Au boulot, Hans, c'est fini de manger. Qui nous surveille, Hans, qui assure désormais la post-production de l'émission. Vous pourrez lui taper dessus s'il y a un problème. Et au contraire, si c'est bien et comme ça va être bien, j'espère que vous aurez l'occasion de lui dire. On vous remercie d'être aussi nombreux aussi à avoir suivi ce Mobile World Congress sur le site technologique.fr. Il faut que vous sachiez qu'on a battu notre record le 15 février. On n'avait jamais eu en 24 heures autant de visiteurs et autant de visiteurs en même temps depuis 2 ans, quasiment jour pour jour que Technologique On a battu existe. notre record de l'iPad. Absolument, absolument. Alors merci à vous. N'oubliez pas l'appli pour iPhone, technologique.fr, en attendant d'avoir les versions Android et que sais-je encore. Et oui, Symbian, non, pas Symbian. Il faudrait que des bras me poussent en fait pour pouvoir avoir des nouvelles plus précises. Voilà, nous on se retrouve dans 15 jours et on vous donne rendez-vous évidemment sur le site dès maintenant pour suivre l'actu de la high-tech en temps réel. Salut, hasta luego, merci à Tapa de Tapas, ici rue de la Ferronnerie pour son accueil et à bientôt. Comme on dit, trabajar y luchar para la evolución. Génération technologique vous a été présentée par les stations d'accueil iPod et iPhone JBL.